Yo yo yo, c'est Positivity. Yo yo yo, petit T. Alors bon, on émet déjà les règles de ce podcast. Là, le micro il est ici, c'est-à-dire si tu parles, on ne t'entend pas. T'es sûr? On verra la caméra du coup. Non, en vrai, ça. Trop chiant, va falloir s'entendre parler, s'écouter Ok, parler. ok les gars, du coup, on fait ce petit podcast aujourd'hui pour vous parler un petit peu, du récapitulatif des France Bench, donc qu'on a mené sur l'Uncharted du week-end, du vendredi au dimanche. Donc on va parler de certains sujets, on va voir un petit peu ensemble comment ça s'est passé pour nos athlètes respectifs, et rester jusqu'à la fin parce qu'il va y avoir certains sujets un petit peu croustillants. Donc comme d'habitude, on va passer un bon moment. Donc déjà, je suis accompagné de mes deux compères de Kiritsu, vous commencez à les connaître parce qu'ils font partie de 2 tiers de mes podcasts, et je fais partie de 2 tiers de les leurs. Donc voilà, toujours les informations pour les contacter en description bien évidemment si vous avez des questions concernant leur coaching ou autre chose. Donc déjà les gars, pour introduire ce podcast, je vais vous demander un par un déjà comment ça va. Ça va. Mec, je suis épuisé vraiment. C'est-à-dire J'ai perdu 30 points de vie ce week-end, sur 30. Je suis vraiment fatigué. Non, moi ça va, je chill. Ah ouais, vraiment. Ouais, je chill. Bon, on a deux du coup points de vue. Moi personnellement, ça m'a bien fatigué quand même. Le fait d'être stimulé, de pas dormir, etc. Parce que déjà, on va raconter un petit peu les conditions du Airbnb. Nathan, il a l'habitude de pas dormir en fait, c'est pour ça. Alors, Nathan Cromlin, D'être bousillé en fait. Nathan Cromlin, où as-tu dormi pendant ce séjour? Alors j'ai dormi sur ce même canapé, en cuir extrêmement dur. Alors vous voyez pas, mais il y a des chaises juste à côté de la. Lève-toi. Il y a des chaises. À côté de moi. Lève-toi à côté de moi. C'est bon, t'es dessus? Alors mes genoux arrivent sur le coussin du canapé. Non, il y avait des chaises. Vous voyez pas, il y a des chaises derrière là, avec des coussins de chaises. J'ai mis les coussins de chaises sur le canapé pour faire un faux matelas. J'ai rajouté par-dessus un plaid. J'ai mis ce petit truc là collé. En fait, ça faisait un L, donc je dormais comme ça. Et ce mec va bien. Franchement, chill. Hein. Et toi, du coup, Nathan? Bah écoute, moi je me suis tapé des matelas gonflables tout le week-end, mais c'était pour le bien des athlètes, donc c'est légitime. Alors, à mon plus grand bonheur, moi j'ai pu dormir 2 soirs sur un vrai lit. Il y a eu un seul soir où j'ai dû dormir avec ce monsieur sur un matelas gonflable. Alors autant vous dire que à chaque mouvement, c'était un tremblement de terre. Étant donné que c'est un matelas gonflable, c'est celui qui est le plus fort qui s'enfonce le plus. Mais du coup, celui qui est le plus fort, bien évidemment, celui qui est le plus lourd. Et vu que c'est Nathan qui est le plus lourd, dès qu'il bougeait, je partais dans la galaxie. C'était vachement drôle. Et en plus, c'était avant le plus gros jour de la compétition qui était du coup. Ouais, bah c'était- c'était le plus athlète, c'est pour ça que c'était un peu la merde. Ouais, c'était le samedi soir. Ouais, c'était Ouais, soir. samedi soir. Parce que samedi soir, on était 13 dans le Airbnb. Donc globalement, être très fatigué et puis voilà, coacher encore une fois pour les coachs, c'est quelque chose, vous savez, hein, c'est quelque chose de très fatigant. Donc globalement, on va bien, mais on a hâte de retourner chacun dans nos routines. Ok. Alors, qu'a-t-on pensé des France Bench en plus global? Moi j'ai eu un peu peur vendredi en arrivant, honnêtement, genre de voir l'ambiance, mais après après on a pris du recul, on s'est dit c'est vendredi donc il y aura sûrement plus de monde. Mais c'est vrai que pour les subjus, c'était quoi les masters hommes? Ouais, c'était un peu mort, on aurait dit un peu une compète régionale par moment. C'était vraiment très vide et il n'y avait pas énormément d'ambiance. Mais après, encore une fois, c'est vendredi donc les gens travaillaient aussi, donc normal. Par contre, là, les 2 jours, j'étais plutôt étonné de voir le monde qu'il y avait pour au final une compète de bench. Généralement, c'est un peu le plus chiant des 3 mouvements. Au final, le week-end, c'était blindé tout le week-end, donc c'était cool en vrai. C'était plutôt sympa. Ouais, non, c'était pas mal. En vrai, bonne ambiance. Je trouvais ça peut-être un petit peu moins. Forcément, ça sera toujours moins bien que les France FA en termes d'orga, même si c'est relativement le même matos, etc. Je sais pas, j'ai toujours une sensation un petit peu différente entre les deux. Après, les France FA, enfin, jeune, tu parles de l'année dernière, Ouais. c'était vraiment cool avec les gradins et tout, Ouais, c'était vraiment très stylé, tu vois. Là, ça fait. En fait, là, c'était vachement lumineux, je trouve, et ça manquait un peu ce truc un peu sombre, tu sais, qu'il y avait justement l'année dernière, où ça donne un peu ce truc un peu scène, ouais, vachement. Ce truc un peu scène qui est vachement stylé, donc non, mais après, à part ça, franchement, c'était super.
Ouais, pareil, je suis du même avec vous. Bon, mis à part, ça c'est un des sujets, mais les gars, qu'est-ce que Mario et Peach foutaient là, sérieux? Il y a un des arbitres qui avait demandé, c'est un de nos potes, il avait demandé, et on lui a répondu, t'inquiète, c'est le Nord. Donc, non, j'ai trouvé ça cool, il y avait une bonne ambiance, globalement, il n'y a pas eu de problématique, même en termes d'organisation, etc. Et puis encore une fois, quand tu regardes un petit peu comment la scène est montée au niveau même du live, etc., tu vois qu'il y a quand même des moyens qui sont mis en place. Genre, moi j'ai regardé le truc vraiment d'un point de vue purement technique et ça a l'air d'être assez compliqué à organiser, donc franchement, voilà. Et puis, ouais, globalement, je trouve que c'était une plutôt bonne compétition dans l'ensemble, quoi. Bah, chaque année, par rapport à il y a 5 ans, quand t'arrivais, il n'y avait pas de caméra, il n'y avait rien. Là, t'as 25 caméras autour du truc, t'as toute l'équipe média. Moi, il y a 5 ans, pendant mes premiers championnats de France, où j'y étais. La Durantière. Non, je sais plus où c'était. C'était à Port-la-Nouvelle. Déjà, t'avais une caméra fixe. Ouais, c'était à Port-la-Nouvelle et enfin, t'avais la scène, ça s'arrêtait là en fait. T'avais 3 vieilles chaises en plastique. Tu pouvais même pas regarder le live, c'était un lien sur Facebook, tu cliquais dessus, tu voyais des pixels. À l'époque, non, à l'époque c'était un live. Il y avait même pas de live sur Facebook, hein. Il y avait de live nulle part. En fait, ça n'existait pas à l'époque. Fallait y être, quoi. En fait, voilà. Pas de vidéo, pas de preuve, quoi. Les records fake. Exactement. Non, à l'époque, il y avait juste Hugo qui avait fait un vlog des France, où il y en avait qui faisaient des vlogs des France, mais il me semble pas qu'il y avait de live en direct. Il me semble pas. Ouais. J'ai pas connu. Ok. Donc au niveau de l'organisation, de l'ambiance, globalement notre ressenti ça va être ça. C'est le premier jour, il y avait une ambiance un petit peu morte forcément parce que c'est des catégories peut-être qui attirent un petit peu moins le public. Ouais, et vendredi, les gens travaillent quoi, donc. Oui aussi. Bah ouais. Pertinent, ouais, effectivement. Mais du coup, sur l'ensemble du groupe. Tout le monde n'est pas coach. Tout le monde n'est pas au chômage, quoi. Sinon, le samedi, dimanche, le parking était full. On devait se garer sur. N'importe comment. Enfin, ça veut dire qu'il y avait beaucoup de monde, quoi. Et même, globalement, il n'y avait plus de place pour s'asseoir sur les chaises. Donc, c'est qu'il y avait assez de monde. Les stands étaient présents. L'ambiance était. Alors j'ai trouvé que au niveau du speaking, enfin c'est comme ça qu'on dit, le speaker, enfin du coup le mec qui fait le speak, j'ai trouvé que par moment il y avait moins cette ambiance qu'on pouvait retrouver au championnat de France. En fait, c'est du bench, je suis d'accord, mais par moment il y avait un big record de France qui allait tomber et il n'y avait pas ce truc en mode se dire ok ça fait 6 ans que le record il va peut-être tomber, tu vois, et c'est un truc de malade. Mais en fait je sais pas, mettez-nous Théo Lakermans à toutes les compétitions quoi. Ou alors Anzalones si tu passes par là, moi j'avais bien kiffé les dernières. Bah non, je suis d'accord. Après, en vrai, je pense que le bench, honnêtement, c'est pas... C'est dur de hype les gens. Ouais. Justement. Déjà, il y avait du monde, c'était cool. Et par moments, il y avait de l'ambiance, vraiment. Mais honnêtement, c'est compliqué, je pense, de... Je veux dire, même moi, honnêtement, ça me fait pas vibrer de regarder... Déjà, regarder une comp de FA, ça me fait pas vibrer. Un cara Messi. Mais regarder le bench, généralement... Je sais pas ce que vous en pensez, mais moi... Bah, perso, moi, quand je coachais pas, je me faisais chier, mais parce que voilà, c'est le bench, quoi. Ouais. Voilà. Imo, t'es un rageux, mais j'ai raison quand même. Ouais, je suis d'accord. Ok. Alors, le matos en salle de chauffe. Qu'est-ce que vous en avez bossé, les coachs? Il y avait beaucoup de bancs, ça c'était vraiment cool. Beaucoup de poids, Ouais, par contre... En vrai, ouais, je sais pas. Dis ce que t'as sur le cœur. C'est délicat, mais... Non, après, tu peux pas demander une salle de chauffe avec 6 combos et l'écho. Mais du coup, je trouvais ça relou par moment qu'il y ait un seul combo et l'écho, enfin qui est le banc du plateau. Même pas utilisable d'ailleurs quand t'étais pas sur le dernier plateau. Et qu'il soit pas utilisable parce qu'il y avait tout le temps en fait les hauteurs qui se faisaient dessus quoi. Donc en fait tu pouvais démarrer par moment ta chauffe dessus et tu te retrouvais à devoir faire ton last warm-up sur un autre banc Palini ultra patinant. Du coup, ça met pas tout le temps ultra en confiance l'athlète de voir que son warm-up se passe super bien. T'as son last warm-up, c'est une patinoire, le mec, ça passe RP8, il est là en mode bon. Ok. C'est surtout aussi qu'il y a des implications techniques différentes. Je veux dire, quand tu glisses, tu vas te placer d'une certaine façon. Toi, t'as eu le cas avec Vava par exemple, qui, comme elle avait beaucoup plus de pontage, était beaucoup plus limitée au niveau lombaire. Bah après, j'ai pas les dimensions en tête, mais il me semble que le panier est un petit peu plus haut que le Helico et un peu plus long
que le Helico. Donc en termes de technique, je sais pas si tu aimes bien serrer le pad avec tes genoux, en termes même de placement des pieds, un peu plus sous les fesses, un peu plus en avant, bah en fait ça va être vraiment différent et du coup tu passes de ton last warm-up à un bench sur le plateau qui va être carrément différent en termes de ressenti quoi. Donc certes il y a ce truc un peu, ça fait un peu compensatoire tu vois de s'entraîner sur un banc qui glisse puis ensuite passer sur un bon banc, mais je pense qu'il y a plus d'inconvénients qu'autre chose quoi. Puis au final, dès que tu pouvais t'entraîner, te chauffer sur le Helico, t'avais souvent des plateaux de 12-13, en fait t'en avais 7-8 qui tournaient sur le Helico, et après t'avais une personne par banc. Ouais, je veux dire c'est du bench donc ça va, et je veux dire les performances sont quand même relativement proches, donc en fait c'est pas comme sur un squat où tu peux avoir des 50 kg de delta tu sais, entre les bougs, donc en vrai tu cherches 5 kg, t'enlèves 5 kg, tu cherches 5 kg, t'enlèves 5 kg, ça va tu vois. Perso moi j'ai pas coaché dans des grosses KT avec des benches au-dessus de 150. Donc j'ai pas vu comment ça se passait à ce niveau-là, mais chez les femmes et chez les ça allait très vite en termes de tout. Enfin il y a pas eu de ce problème de il y en a une qui est en retard pour son last warm-up etc. Enfin j'ai pas vu ça. Non. C'était plutôt smooth donc mais je suis d'accord avec vous. Enfin si dans l'avenir on peut s'entraîner dans une salle contient le même matos que sur le plateau sur une échéance nationale, régionale c'est un autre sujet, ça serait vraiment génial. Après encore une fois Après, là on donne un axe. Ça change pas la face du monde. Quoi. Ouais, c'est un axe d'amélioration. Je pense que ça viendra avec le temps, tu vois. Ouais. Mais bon, c'est. Bah, par exemple, au France Junior, il me semble qu'il n'y avait pas du tout de pad qui était le même que sur le plateau. Oui, mais de toute manière, c'est vachement dépendant. Enfin, au final, tu dis c'est pas une régionale, mais ça reste le même concept, tu vois. Ça reste un club qui organise. Je veux dire, si le club a pas 8 pas d'hélico, il y aura pas 8 pas d'hélico en chauffe, tu vois. Ouais, mais il me semble. Alors, je veux pas dire de bêtises. Il me semble qu'il y a aussi des subventions qui tombent si c'est organisé par. C'est la Ligue Force Aquitaine, de toute façon, il me semble que c'est celle-là, qui a tout le matériel en fait des championnats de France. Ils se déplacent et après, ils vont voir les clubs avoisinants pour demander du matériel. Par exemple, là, tu avais du matériel de Power Cell House, par exemple. Oui, effectivement. Ouais. Ok. Ouais, donc au niveau du matos, il y avait mieux à faire, mais c'était c'était suffisant. Il y avait beaucoup de bancs, donc ça c'est cool. Ouais, clairement, personne. 3 bancs en salle de chauffe, c'est un peu relou. Ok. Moi j'aimerais bien du coup qu'on parle chacun de nos athlètes respectifs. Donc on va discuter un petit peu on va discuter un peu de tout ça. Du coup pour montrer les résultats, voir un petit peu aussi au niveau des enjeux ce qui s'est passé, etc. Donc je vais commencer par. Qui veut commencer? Tu commences? Ouais, Si. Vas-y, moi ça va aller vite. Ça va aller vite. Non, moi j'ai eu. Déjà, on était censé avoir. Bon, je pense que ça a été tous les groupes de coaching. Au final, pas trop près, j'ai mis des décibels forts. En discutant avec les gens, ouais. En fait, c'est un peu tous les groupes de coaching. Le fait que ça se passe à Cambrai, ça fait vachement loin. Il y a peu de gens qui habitent vraiment dans le nord. Plus c'est quand même assez compliqué on va dire, à se déplacer. Ça peut coûter vachement cher. Et c'est les France Bench. Du coup, en fait, on avait peut-être. 20% des qualifiés en fait qui se sont réellement présentés. Nous par exemple on avait je crois 13 ou 15 personnes qui pouvaient se qualifier, au final on s'est retrouvé avec 4 personnes in fine sur le plateau. Donc moi par exemple j'ai eu Juliette, Madame Rivière en moins de 52 junior qui était du coup de toute façon la catégorie moins de 52 c'est une des plus relevées chez les femmes au bench. Donc il a fini vice-championne de France. Hassoul. Non mais c'était pas mal. Il y a eu un petit match avec Inès Herbeau qui est je crois championne du monde, championne d'Europe de bench et qui avait le record de France précédent. Donc qui a 48 de poids de corps. Qui était 48 de poids de corps. Et non, 49.8 je crois. Ouais, mais ça reste stratosphérique. 49.8, Juliette elle était à 50.5, donc pas tant de delta que ça. Et donc Juliette on a ouvert à 82.5, aucun souci, qui passe super bien. Juliette j'ai une manière un peu de la driver sur le bench qui est, on va pas dire pas très commune, mais qui en tout cas pour une prépa de comp, en fait au lieu de faire un taper ou en gardant une intensité similaire ou en droppant un petit peu l'intensité comme on a tendance à faire généralement, moi là c'est tout l'inverse, c'est-à-dire que j'ai tendance à augmenter le stress de manière drastique en fait sur la dernière semaine, parce qu'elle se sent beaucoup mieux comme ça à chaque fois et c'est comme ça qu'elle est très performante. Donc elle a fait 82.5, elle a fait en deuxième essai 87.5 qui passe super facilement, alors que c'est un PR, elle l'avait jamais passé.
Problème, c'est qu'il y avait les fesses qui tremblaient un petit peu, donc il y a un demi-millimètre de fesse qui s'est levé, elle s'est fait overturn sur cet essai-là. Et après, du coup, dernier essai, vu que on jouait pas forcément grand-chose, parce qu'au vu du deuxième essai de Inès Herbeau, 90.5 qui était du coup les nouveaux records de France, l'ancien était 90, donc on avait tenté on essayait potentiellement de tenter le record de France et de prendre la première place, mais au final Inès elle a mis une turbo clim. On a vu la deuxième barre. On a vu la deuxième qui passait sans forcer. On a dit bon, je mets 90, si jamais je vois qu'au dernier moment potentiellement il y a un match à jouer, j'aurais changé la barre, mais là je l'ai pas fait parce que Juliette voulait juste aussi s'amuser et juste en fait tenter un PR, donc 90 qui reste absolument titanesque en moins de 52 juniors. Du coup 90 qui s'est fait red light pour redescente, une légère redescente sur la remontée, ce qui est dommage, et les fesses qui sont pareil levées un tout petit peu dessus. C'est pas dramatique parce que dans tous les cas, à partir du moment où on validait un essai, vu qu'il y a 15 kg de delta entre la deuxième, entre Juliette et la troisième, en fait on avait entre guillemets rien à jouer à part valider un essai. Donc on est super satisfait de la comp. Il y a quelques petites choses à régler au niveau des standards, mais normalement l'année prochaine on va se diriger vers le titre et potentiellement record de France, record du monde, record d'Europe et enfin voilà quoi. Vite la Norvège. Vite la Norvège en fait, je sais pas, c'est pas normal en fait. Pas normaux. Du coup voilà, je crois que c'est tout. Et du coup nouveau record de France qui est à 93 et direction les France en avril. Voilà. Ok, bah moi du coup j'avais 5 athlètes, de base j'en avais 6 qualifiés, mais Elana elle a loupé les inscriptions, donc si tu passes par là, l'année prochaine t'oublieras pas. Globalement c'est un peu la même problématique, après moi j'ai beaucoup d'athlètes qui sont issus de la Normandie et du Nord, donc c'était un peu plus simple pour eux de s'y rendre, mais c'est la problématique avec les France Bench, c'est que ça peut être très vite pris pas trop au sérieux, donc en termes d'organisation etc, en fait on sait jamais au dernier moment qui on va avoir réellement sur le plateau quoi. Faire 12 heures de route par moment pour 30 minutes de comp aussi, c'est délicat. Moi le premier, je m'étais qualifié l'année dernière au France Bench et au dernier moment en fait je me suis rendu compte que c'était trop c'était à Cognac il me semble, ouais. Mais c'était trop une organisation instable et j'y suis pas allé, donc je peux comprendre. Mais du coup moi j'avais 5 athlètes, j'ai commencé du coup le premier jour c'était pas le premier jour, j'ai commencé le samedi avec Valentine, donc Valentine en 76 Open, qui faisait une compétition uniquement pour le plaisir, parce qu'elle est descendue en 69 entre temps, donc elle est arrivée le jour J en n'étant pas au poids mais dans le mauvais sens, donc elle a dû bien manger pour la veille elle a mangé une fricadelle avec des frites bien du Nord etc pour être au poids. Elle est arrivée à 69,2 ou je ne sais quoi le jour de la pesée. Match qui s'est globalement pas très bien passé étant donné que en fait la forme et la force étaient là, mais les standards au niveau des fesses notamment, du fait de son placement, de son manque de repères etc, fait qu'elle s'est fait red light dès l'opener sur une barre qu'elle maîtrise à 80, qu'on a dû remettre et qu'elle a validé en second essai. Et pour le spectacle et pour son kiff, on a mis une barre assez élevée, il me semble qu'on a mis 85, on a fait un jump de plus 5, ce qui est conséquent. Après 85 c'est une barre qu'elle connaissait parce qu'elle l'avait passé 87,5 la semaine du taper, mais le manque de confiance dû à sa mauvaise entrée entre guillemets dans le match etc a fait qu'elle a pas réussi. Donc globalement on en a tiré quand même du positif parce que c'est un pair entre guillemets au poids de corps, là où avant à l'époque où elle était à 76 voire plus de PDC, en fait c'était pas une barre qu'elle maîtrisait. Donc là on va se remettre au travail et direction les France Open en FA. Ensuite, j'ai eu le lendemain en 66 le matin, j'ai eu un taux. Pareil, alors moi j'ai pas du tout été mis du coup en confiance lors de ce début de compétition parce que pareil, un taux qui ouvre et qui fait voler son opener, mais les fesses pas en contact. Et ça, on va en parler plus tard, mais il y a aussi des enjeux lors de notre entraînement, de là où on s'entraîne et quand on va arriver sur le plateau, est-ce qu'il y a des choses qui vont changer, etc. Donc globalement on est resté sur son opener jusqu'à la dernière barre, étant donné que sur la seconde il a aussi été invalidé à cause de ses fesses et il valide en dernière barre, donc on a frôlé la bulle. Et pour ceux qui ont écouté le podcast de Kiritsu, qui va sûrement sortir avant le mien, on avait discuté du fait de faire buller son athlète ou pas, j'ai eu la goutte de sueur. Et bref, ensuite en taux j'ai directement continué et cette fois-ci il y a eu du bon. Donc il y a Orlan, ma moins de 47 qui avait son match à jouer, donc l'objectif c'était record de France dès l'opener et bien évidemment le titre. Donc c'est ce qu'on a fait, on a fait un 3 sur 3 avec comme opener 69,
on a terminé à 74,5, qui est monté plus facilement que son opener. Donc, J'ai pas compris pourquoi t'as fait 69, 70.5 et après t'as fait un big jump. J'ai fait 70. je pense. ouais, en gros, j'ai fait 72,5 en deuxième barre. 72 ah, je croyais que c'était 70. Alors, en gros, Orlan, à l'entraînement, elle a déjà triplé 72 sur un AMRAP. Sauf qu'Orlan, en compétition, elle est un peu stressée et en plus, elle avait perdu 2 kilos. Elle avait un petit peu cut. Et quand on cut en 47, généralement, ça impacte un petit peu. Donc, je m'étais dit, l'opener, il est à 65. On va mettre un intermédiaire. On va mettre 69. Et ensuite, on va faire un jump sur la barre qu'elle connaît. Donc, de 3, bref. Et du coup, on a mis 72,5. Et après, je me suis dit, on va jouer la sécurité. Elle a déjà passé plus de 75, je crois, elle avait passé 76, un truc comme ça à l'entraînement. Je me suis dit, on va jouer la sécurité, on va mettre un bon record de France, le 3 sur 3. Elle était très contente, c'est monté grave bien. Et du coup, on a la première place. S'enchaîne directement un autre match pour la première place, du coup, de Maïna en 57 junior. L'objectif était le record de France en troisième barre, donc 95,5. Parce que le record de France était à 95 à ce moment-là. Donc on a ouvert assez bas, parce qu'elle n'était pas trop en confiance et elle était en plein cycle, les filles vous comprendrez. Donc c'était vraiment pas, encore une fois, une bonne compétition au premier abord pour Maïna, mais 87,5 qui vole. Du coup, je décide de jouer la sécurité parce qu'en dessous, il y avait une fille qui était potentiellement proche de ces barres-là. Donc, je voulais pas prendre le risque de rester à 87,5 avec par exemple, à 92,5 loupé. En plus, ça aurait fait un gros jump. Donc, j'ai mis 90 pour assurer le total. Et sur la troisième barre, on a joué le record de France. Donc, jump de 5,5 kg. Mais je savais que Maïna était capable de le faire. Elle l'a fait. Il y a eu une petite redescente, même si elle est minime. On va dire que c'est comme ça. Mais dans le cœur, dans notre cœur, le record de France est tombé et c'est loin encore une fois de ce qu'elle peut réellement montrer. Donc il n'y a plus qu'à retourner au charbon et faire en sorte de concrétiser les 100 kilos sur le plateau la prochaine fois, parce qu'elle les a déjà passés à l'entraînement. Et ensuite j'ai terminé ma journée du coup avec Nico. C'était un groupe de 2 du coup en 53 juniors. Donc l'objectif c'était d'aller chercher la première place. Mais Nico sortait d'une grosse phase de désentraînement parce qu'il a été malade pendant 1 semaine et demie. Puis Nico a quand même pas mal enchaîné les compétitions. Donc en termes de momentum c'était vraiment pas génial. Donc j'ai réussi à le raisonner pour lui faire un opener qui était ni trop bas ni trop haut. Donc on a ouvert à 87,5 qui était invalidé pour il me semble les fesses pareil qui touchent pas le banc. Donc la deuxième on remet 87,5 là où de base on voulait aller chercher 95 plus. La deuxième qui passe difficilement et je me rappelle plus après ce qu'on a mis. Il me semble qu'on a mis 90 et c'est pas passé. Donc Nico qui finit vice-champion de France à ce niveau-là. Mais il y aura des choses à régler pour sa prochaine échéance et ça se passera très bien, je pense, la prochaine fois. Donc globalement, pour moi, un très bon résultat dans l'ensemble. Parce qu'il y a quand même eu 2 médailles d'or, même si Nico c'est une médaille d'argent entre guillemets par défaut, c'est quand même ça de prix. Et il y a eu du record de France, donc ça fait plaisir et j'ai passé un très bon moment avec mes athlètes en tout cas. Bon bah nous avons un peu le sentiment d'être venus pour rien, mais c'est cool. Moi du coup j'avais de base 2 athlètes inscrits. Et Manon aussi. Manon. 3 athlètes. Mais Manon c'est pas mon athlète. Oui, bah, je la ferai. Oui. En athlète purement que moi je coach, il y en avait 2. Il y avait encore Manon après que Maël coach. Donc moi c'était Leïna, ça a commencé vendredi avec les subjus en 69. Elle était championne de France en titre, mais là cette année on savait qu'on pourrait jouer que la 3ème place parce que il y avait 2 filles qui étaient montées de 63 et qui bench plus de 80. Elles avaient ouvert déjà à 77. Donc nous on savait que de toute manière elle avait chopé sa qualif au dernier moment après quasi 5 mois de blessure, donc on y allait pour ce qu'on pouvait faire, c'était la 3ème place. Donc au final, ça s'est bien goupillé. On a fini quasiment sur son record de France de l'année dernière, enfin qui n'est plus record de France actuellement. C'était à 65, c'était à 65,5. Donc je suis plutôt content, vu où on en était il y a 3 mois. Donc voilà, elle était contente, donc c'est cool. Et après, du coup, j'avais encore normalement Mademoiselle Verger dimanche. Le problème c'est que elle était disqualifiée parce que pas au poids et il n'y a pas de hors match
Enfin, en tout cas pour C'est poids, bon il y a à savoir pour ceux qui Ouais, voilà, ouais, en vrai, pour ceux qui ont déjà fait des hors-match en comp régional, bah, à savoir que en échéance nationale, du coup, il y a pas de hors-match pour peser invalidé. Donc, ouais, tu rentres chez toi, là. Vraiment, tu viens pour rien. Et puis, il n'y a pas moyen de négocier, du coup, et c'est normal. Mais voilà, là, pour le coup, c'est pas trop de mon fait, donc c'est dommage, mais c'est pas grave. Après, on a géré d'autres matchs avec Nathan un peu tout le week-end, donc rien que pour ça, c'était cool. Au niveau de l'expérience, ça fait toujours voir des situations. Puis surtout que gérer les matchs quand c'est pas les tiens, c'est beaucoup plus plaisant au final parce que t'as pas cet aspect de stress. Au final, tu te dis si ça se passe mal, ça fait chier pour la personne, mais prends coaching quoi. Et ça se passera bien la prochaine fois. Et après, du coup, on avait Manon, l'athlète de Maël, du coup, qui était qualifiée en 57. Très bas, 54 après avoir mangé, elle était. Ouais, donc elle, ça s'est plutôt bien. Très bien passé, ouais. Ça s'est plutôt bien goupillé. Elle a fait quoi 62 en opener 62, 67, 70. et 70 invalidé pour redescente. Hein. Ouais, c'est ça. Ok, donc. Non, c'est pour les fesses. Pour les fesses Ouais. Ok, donc ouais, 62, 67 qui a été invalidé par le jury, mais dans le bon Ouais, sens, du coup. ouais, Ça lui avait été refusé. Et au final, ça a été un des rares overturns positifs, ouais, on en reparlera. Et après, du coup, 70 invalidé. Enfin, elle l'a réussi, mais invalidé pour fesses, mais du coup, elle a fini 8ème. Pour une première échéance. Ouais, c'est sa première échéance nationale, donc au final, ça fait de l'expérience en plus, donc c'est cool. Bah écoute, parlons un petit peu de ce qu'on a vu le plus en termes de fautes au niveau des standards. Déjà, j'ai trouvé que les standards, ils étaient pas durs les standards, parce que c'est ce qu'on attend des compétitions nationales, mais par rapport aux années précédentes, il y avait moins de laxisme, je trouvais, justement, sur les standards. T'as trouvé dur, toi ? Moi, j'ai trouvé ça dur, mais c'est normal, mais moi, j'ai trouvé ça par moments incohérent, en fait. Ouais. T'as des fois, tu savais même, en fait, tu te demandais en fait ce que la personne avait mal fait, quoi. Même eux, ils savaient pas, tu sais, des fois. Ouais, des fois, tu te demandais, franchement, des manques de depth très limites par un arbitre latéral. Enfin, moi, des fois, ça m'interroge. Surtout que des fois, tu regardais le replay, en fait, t'avais certes des coudes qui étaient pas bons, mais c'était même pas le bon arbitre. Enfin, je veux dire. Enfin, des fois, t'avais un coude qui était largement bon, l'autre qui était pas bon, et au final, c'était l'arbitre latéral du côté qui est bon qui te donnait un rouge. En fait, moi, ça me rendait un peu fou des fois, mais après, c'est le jeu. Et moi, niveau arbitrage, ce qui me dérange le plus, c'est vraiment ce principe d'avoir un jury. Parce qu'en fait, tu peux que te faire niquer dans ce cas-là. Enfin, il y a eu le cas de Manon, du coup, c'est le seul le seul dans ma tête que j'ai d'overturn qui est en faveur de l'athlète. Mais sinon, c'est que des 2 pour 1 qui se transforment en invalidé derrière. Du coup, ça n'a plus de sens en fait. Ouais. Ça n'a plus de sens, autant mettre juste un arbitre et terminer, tu vois. Ça m'énervait parce que surtout que derrière, en plus, pour la suite de la comp, c'est super chiant parce que en fait, tu te fais overturn, il te reste 15 secondes pour prendre une décision, tu sais pas ce que tu vas faire. Enfin, moi, ça me rend des zinzins, quoi. Et surtout, tu sais pas quoi dire. Des fois, en fait, c'est surtout de pas savoir quoi dire à l'athlète. Je veux dire, à un moment, quand y a rien qui est flagrant, l'athlète, il est là, genre, il sait même pas ce qu'il a fait de mal. T'es là, en fait, désolé, tu t'es fait niquer, là. Genre, Voilà, moi, la plupart des rouges que j'ai pris au niveau de mes athlètes, je savais pas comment leur expliquer. Alors, bien sûr, tu vois le petit, voilà, mais c'est même pas le flagrant. Et il y a aussi des choses, j'ai l'impression, en fait, un arbitre va avoir cette vision-là de la règle, et l'autre, cette vision-là. Au niveau des coudes, par exemple, Maïna, s'est pris pratiquement du rouge par l'arbitre central pendant toute sa compète. Et sur le côté, c'était blanc à chaque fois, donc ça validait, quoi. Mais du coup, ce qu'on peut voir avec le bench de Maïna, c'est qu'elle a un coude qui est un peu plus rentré, donc le coude droit qui est pas depth, et encore, et le coude gauche qui l'est. La règle, elle dit quoi ? Elle dit qu'il faut que les 2 coudes soient depth, ou alors qu'un suffit. Moi, dans ma vision de la chose, un seul suffit. Ça, je sais pas trop. Mais de toute façon, cette règle est nulle, donc... Oui, je suis d'accord, mais c'est là, en fait, on voit que la règle, du coup, elle va être biaisée par le prisme de l'arbitre lui-même, en fait. Donc, amener plus de cohérence là-dedans, et on en parlait dans le dernier podcast, c'est pourquoi pas chercher... après, voilà, c'est aussi le développement du sport, mais chercher à faire uniquement de la vidéo. On parlait de la VAR tout à l'heure quand on était en train de marcher. En fait, il y a ce truc de 2 pour 1, le jury a son mot final...
Et en plus, au final, Après, généralement. tu fais un jury de jury de jury de jury. Le problème, c'est que tous les 2 pour 1, en fait, c'est les 3 rouges. En fait, au final, in fine, en fait, les 2 pour 1 n'existent plus. En fait, c'est toujours des 3 blanches ou 3 rouges, en fait. Moi, je ferais grave si on garde l'arbitre en présentiel sur les côtés et au centre, ça serait s'il y a, par exemple, 2 rouges, un blanc ou alors 3 rouges, là, le jury intervient pour valider justement. Oui, mais du coup, tu te retrouves dans la situation inverse où t'as un jury qui peut que valider des barres et plus les invalider. Ouais, mais ça serait beaucoup mieux qu'un jury justement qui invalide quelque chose qui a été validé au préalable, et ce qui est majoritairement le plus fait. C'est comme on l'a dit, des overrules dans le sens positif, il y en a eu un, dans l'autre sens, il y en a eu plusieurs. Et en plus, ce qui est un peu relou, c'est que ça gâche un petit peu ce plaisir. Tu vas faire ton record de France, tu vas attendre la validation du jury pour éclater de joie, et en plus, généralement, ça se fait après quand t'es en coulisses, quoi. Ouais. Enfin... Mais et le problème, en fait, c'est pas tant les standards, parce que je veux dire, oui, majoritairement, la plupart du temps, c'est que les standards étaient pas, entre guillemets, visibles à l'œil nu, parce que l'arbitre a besoin de se focus sur tellement de choses, en fait, à la fois, le latéral, enfin les 2 latéraux. C'est le jeu. Mais le problème, en fait, c'est la désillusion que tu mets à l'athlète, en fait, qui pendant 30 secondes, 45 secondes est au courant que putain, c'est bien, il a sa barre, puis en fait overturn, toi t'as déjà mis la barre au ticket derrière aux arbitres, en fait c'est surtout ça qui est chiant, pas tant le fait que ça soit invalidé, c'est invalide-le directement, tu vois. Ouais. Puis même, à un moment, moi je suis pas arbitre, mais j'aimerais bien le devenir, tu vois, mais juste des fois, il y a juste le règlement aussi qui est pas, ou alors moi je le comprends pas, ou alors des fois j'ai l'impression qu'il n'est pas appliqué comme c'est. Tu vois, à un moment, Chanès qui avait pas ses fesses sur le banc, enfin apparemment qui avait pas ses fesses sur le banc. Déjà, c'est quoi les fesses? On te donne le start normalement. Déjà, c'est quoi les Après, fesses? on te met rouge parce que t'as les fesses qui sont levées. Et enfin, ouais, Déjà, c'est quoi les fesses sur le banc? C'est les ischios qui touchent le et c'est banc? surtout que maintenant en fait, j'ai l'impression que autant avant, bon, dans tous les cas ça reste subjectif, mais t'avais des standards qui étaient relativement objectifs, et là de plus en plus, c'est en gros maintenant, tu dois avoir les fesses en contact avec le banc, mais par contre, faut que ce soit bien en contact et pas juste que ça effleure. Donc en fait, ça devient de plus en plus des trucs, c'est pas à la gueule du client, mais en gros. Pas loin. Ouais, surtout, c'est pas loin. surtout que tu perds tellement en efficience technique quand tu dois Ouais, mais modifier. au-delà de ça, à la limite, si tout le monde a les mêmes standards, doit dealer avec la même chose, c'est ok, mais je veux dire, à un moment, en contact avec sur le banc, pour moi, c'est que tu dois pas avoir de lumière entre les fesses et le banc. Ou alors tu mets un putain de capteur sur le banc qui capte la pression que tu mets avec tes fessiers, et à ce moment-là tu peux standardiser cette règle. Bon, ouais, moi ça me tend un peu. Mais... Ça saoule. Ça saoule. Après, faut dealer avec, tu vois, mais. Là, je sors de la séance, là. Je suis en train de m'endormir. Non, mais... Si vous entendez des grosses respirations, c'est Nathan. C'est Nathan. Ouais, je sais pas. Sinon, en termes de les choses qui ont été le plus rouges pendant la compète, c'est quoi? Pour moi, c'est les fesses. Les fesses, ouais. Ouais, les fesses au bench. Mais en fait, le problème, c'est qu'il y a eu des rouges pour des fesses qui se décollaient même pas. Ouais. Donc, en fait, des fois, les fesses juste tremblaient sur le banc, mais elles restaient en contact. Les mecs disaient, en gros, ils pensaient que c'était instable. Je pense que c'est pour ça qu'ils mettaient le rouge. Ou, oui, le changement de la règle, comme quoi maintenant ça doit être en contact, mais vraiment un bon contact. C'est trop loué à interprétation, en fait, et c'est ça qui est. En fait, de base, la règle pour les fesses, c'était pour éviter que le mec il fasse un big hip thrust quand il remonte. Il y a un moment, en fait, c'est ça aussi le problème, c'est que la règle, elle est applicable quand elle est cohérente. Ouais. Moi, je trouve ça incohérent qu'on mette rouge à quelque chose qui n'apporte pas en fait d'aide à l'athlète. Des fesses qui tremblent et qui se contractent sur le bench, c'est ce qui se passe pour tous les athlètes, sauf qu'il y en a, ça va être plus visible, ils vont peut-être avoir moins de gras, et d'autres, ils vont avoir moins de gras, plus de... Enfin, tu vois. C'est comme ce que Juliette, elle disait, tu vois, genre sur ses fesses qui tremblent, je veux dire, à un moment, tu fais 52 kilos, t'as une barre de 90 kilos dans les mains, oui, tu trembles, désolé, en fait. Pardon. Ouais. T'as 2 fois poids de corps dans les mains, oui, tu trembles, mais c'est le... Enfin, je veux dire... Enfin, encore une fois, c'est... Ouais, mais sinon, c'était les fesses qu'on voyait majoritairement, mais ça, pour le coup, je pense que c'est vraiment juste le fait de... C'est le seul standard que tu peux... qui est pas contrôlable enfin, je veux dire, sur lequel tu peux vraiment avoir des problèmes si tu t'entraînes pas sur le matos de la comp, tu vois. Comme on en discutait avant. C'est le nouveau sujet, du coup, le delta de s'entraîner dans une salle, entre guillemets, basique. Ok, la caméra a coupé. Du coup, on disait
le delta entre le fait de s'entraîner dans une salle fitness park basic fit et arriver sur le plateau du coup calibré, banc, hélico, etc. Est-ce que selon vous, c'est quoi les enjeux déjà de ce delta en fait? Bah, en fait, le truc c'est que en fait, tous les standards au bench, hormis les fesses, tu peux les maîtriser dans ta salle. Je veux dire, faire les ordres, faire une pause sur ton bench, poser tes... Et encore, les pieds, ça peut se discuter, mais je veux dire, poser ta tête sur le banc et tout. C'est des trucs, je veux dire, tu peux pas donner l'excuse du banc, tu vois. C'est des trucs que tu maîtrises tout le temps. Par contre, les fesses, et c'est le standard moi, que j'ai le plus vu ce week-end, des fesses qui se lèvent, bah, ça, c'est vachement dépendant aussi du banc sur lequel tu t'entraînes, tu vois. Les bancs, ils sont pas tous à la même hauteur, ils font pas tous la même largeur, ils font pas tous la même longueur. Donc, en fait, ton setup, il diffère vachement. Même avec des bancs qui sont très très proches, tu vois, tu prends les pads d'hélico entre l'ancien mou et le nouveau dur, bah pour par exemple les filles ou les mecs aussi d'ailleurs qui sink, bah en fait avec le pad mou t'as un peu plus de marge de manœuvre sur les fesses qui se lèvent, alors que le pad dur bah en fait non, tu t'enfonces pas dedans, donc dès que tu les lèves bah en fait t'as tout de suite le jour qui apparaît. Et du coup, ben, forcément, pour moi, ça explique le fait que ce soit le standard que tu retrouves le plus, quoi. Ok. Ouais, je suis clairement d'accord. Moi, en plus, j'ai une façon de, comment dire, d'enseigner le bench, et notamment le leg drive, avec un routing, entre guillemets, qui est actif. Genre, tu te sais. Loin et tu vas vraiment pousser dans tes jambes. Ouais, et tu te setup aussi en fonction du banc. En gros, tu regardes tes pieds quand tu te setup, tu vois. Et en fait, t'arrives du coup sur ton banc basic fit, tu te setup comme d'hab, et le jour où t'arrives sur ton banc hélico, il y a ce truc de ok, bah je mets où mes pieds maintenant, tu vois. Bah, du coup, ça, je suis pas trop fan. Bah c'est là où en fait il y a. Comment dire, faut savoir aussi adapter ce genre de choses, tu vois. Moi, typiquement, ce que je demande, c'est du coup de comprendre la sensation en fait. Genre, je me place comme ça, et du coup, je sens une certaine tension que je retranscris du coup sur le nouveau banc, que soit je teste quand je vais dans telle ou telle salle, soit quand je vais sur le plateau, etc. Mais forcément, en fait, faut pas que tu te fies à tes sensations. Enfin, faut pas que tu te fies uniquement au placement entre guillemets que t'as créé pendant ton entraînement. C'est vraiment une question de sensation, quoi. Donc le jour du plateau aussi, le but du jeu, c'est quand tu prends tes hauteurs de barre, de tester, enfin de regarder où sont tes pieds du coup pour avoir cette sensation et arriver sur le plateau et savoir comment faire. Et il faut pas hésiter aussi à prendre son temps. Je vois trop de gens qui arrivent sur le plateau en mode en speedrun, tu vois. Ils se placent, ils prennent même pas le temps, ils ont les talons qui touchent pas, etc. parce qu'ils sont stressés. En fait, si t'es pas bien placé, genre replace-toi, tu vois. Ouais, en vrai, t'as une minute, rentabilise ta minute. Ouais, c'est ça. Tu passes pas. Enfin, c'est dommage, je trouve, de passer 20 secondes dans ta tente. Essayer d'anticiper le truc un petit peu, genre mets tes bandes de poignée à temps pour pas passer déjà un tiers de ta minute à encore finir de juste mettre ton équipement. Et comme ça, en fait, dès qu'on te dit barre chargée, bah t'as vraiment ta minute complète pour te setup. Même des trucs tout cons, mais je veux dire, à un moment, si on te demande de re-rack et que t'as déjà perdu 30 secondes de base, bah ça va être chaud de re-rack, te replacer. Alors que si t'y allais direct, bon bah il te reste encore 30 secondes derrière si tu veux. Au pire, juste ne fais pas la rep et va la faire dans. C'est un peu le cas qu'il y a eu avec Chanez, c'est un peu délicat parce que tu peux te dire ouais, mais si je faille la barre d'après. En fait, à ce moment-là, je trouve ça bête de devoir se rush, d'avoir un placement qui est pas optimal, d'avoir une barre qui est plus dure, qui va t'induire plus de fatigue, qui va gêner les essais d'après. Alors que bah, il te reste 15 secondes, t'as eu l'heure de rack, t'as pas eu le temps de la refaire. Bah, c'est pas grave, tu te barres du plateau, tu fais ta 75 derrière sur le banc, sur le même banc en plus là il y avait les Leico derrière, et bah tu charges ce que t'aurais dû mettre. C'est sûr que bah t'as un peu plus de risques, mais à la fois si tu fais pas de la merde, t'as potentiellement plus de gains en fait. Ouais. Ok. Non, mais ouais, après. Donc ouais, ça va être les fesses, ouais, effectivement. Donc après c'est pas tant les fesses, c'est le placement de tes pieds qui va du coup parce qu'en soi. Je disais à tout le monde, en fait, c'est soit. Je veux dire, à un moment, si t'as les fesses qui collent pas, soit activement tu penses à poser ton cul sur le banc, soit bah juste tu mets tes pieds un peu plus en avant et naturellement, généralement, ça sera plus simple de poser ton cul, quoi. T'auras moins de demandes en extension lombaire, tu
Ouais, clairement. Genre, au pire des cas, t'as juste à faire glisser tes pieds quand tu te setup s'ils sont trop reculés, quoi. Mais globalement, ça va être ça. Et aussi le truc de. Enfin, ce que je disais tout à l'heure, genre, avant, je cuais beaucoup le fait de serrer le pad avec ses genoux. Ouais. Et en fait, bah, c'est là où tu te rends compte qu'un pad Technogym qui va être très très long, vs un Eleco qui va être très très court, bah, tu te retrouves à. Bah, c'est ce qui arrive à Nico, il était là, bah, j'arrive pas à me placer parce que je serre pas le banc. Bah, j'étais là, bah. Tu peux pas rajouter une expression. C'était en mode bah réavance tes pieds quoi. Et du coup le cuir un petit peu plus un peu plus enfoncé, donc moins de leg drive, moins d'extension, etc. Mais ça c'est aussi les problématiques de base quoi. Après de mon point de vue, en fait tu vaut mieux être peut-être moins en extension. Mais par contre, au moins tu peux pousser dans tes jambes plutôt que. Ouais, plutôt que d'avoir. Bah ouais, déjà t'es au standard, mais plutôt que d'avoir en fait. Un gros pontage parce que juste tu contrains tellement, ta position est tellement contraignante que t'es obligé de ponter, mais par contre en fait tu peux pas pousser dans tes cannes, tu vois. Moi je fais souvent le parallèle, c'est comme la stance de main au squat. C'est en mode, il y a un moment en fait, oui, si t'as les mains ultra rapprochées, tu vas avoir une tension qui est entre guillemets passive, qui va t'être imposée, et en fait si tu prends un écartement un petit peu plus large, alors certes t'auras plus de mobilité en termes de liberté de mouvement, etc., donc moins de tension passive qui t'est imposée, tu vois, mais du coup tu vas pouvoir mettre beaucoup plus de tension par toi-même, et une tension qui sera beaucoup plus active. Bah, c'est la même chose en fait, arrêtez de. Enfin, moi je suis très peu team pied méga sous les fesses, tu vois. Genre, ça va convenir à généralement les personnes de petite taille, avec des petites jambes, mais généralement, en fait, laissez vos pieds un petit peu plus loin. Peut-être que vous allez avoir moins d'extension, et encore, c'est de l'extension qui est généralement lombaire et peu thoracique, donc qui n'a pas réellement un réel gain. Et en termes de production de force au niveau du leg drive, parce que le leg drive, c'est clairement le fait de vouloir envoyer le pied vers l'avant. Et en fait, plus tu vas avoir le pied sous les fesses, au moins tu auras cette liberté-là. Et pourtant tu benches Non, moi je bench en lifteuse, pas pour le fait d'avoir les pieds plus sous les fesses, mais pour avoir le pied plus en pente en fait. Et pour pouvoir avoir ce truc de j'appuie encore plus sur mes pointes de pied en ayant le talon qui est décollé, donc pas au standard, mais au standard grâce au drop. Tu vois ce que je veux dire ? C'est juste le fait de soit je me sens comme ça, soit en fait je suis comme ça, tu vois. Et c'est pour ça que la plupart des gros benchers qui ont le droit de bencher, qui ont le droit de bencher en pointe de pied, ils benchent en pointe de pied justement parce que c'est beaucoup plus efficient, à mon sens. Ouais. Il est fatigué. Ok. On a tout dit. Je pense qu'on a fait le tour effectivement. Alors, j'avais une petite dernière question. La professionnalisation du coaching. Est-ce que vous avez remarqué quelque chose sur cette édition des France ? Est-ce que vous trouvez que ça commence à se développer J'ai pas remarqué tant de plus de professionnels. Il y a forcément plus de coachs que les années précédentes, parce qu'il y en a toujours plus, forcément. Le sport se développe extrêmement rapidement, c'est exponentiel à ce niveau-là. Après, plus de professionnalisation, non, pas forcément. Je veux dire, nous, on est dans le coaching, donc on le voit aussi un peu de l'intérieur. Et c'est beaucoup de cosmétique. Hein. C'est beaucoup de cosmétique. Voilà. T'as l'impression que ça se professionnalise parce que t'as des coachs qui font leurs t-shirts, etc. Mais bon, ça fait toujours pas ses retours, donc au final. Quel bon mot de la fin. Non, ouais. Bah non, mais c'est la réalité. C'est la réalité. Être professionnel, c'est pas juste être présent en compétition et... Non, mais c'est vrai, moi ça me fait kiffer d'avoir mes athlètes qui portent un t-shirt, d'avoir mon suite coach. Mais au final. C'est pas l'habit qui fait le moine. Ouais, l'essence du sport, enfin l'essence du taf, c'est pas ça, tu vois. C'est autre chose. Et du coup, oui, professionnalisation, moi j'aurais tendance à dire visuellement, mais après, voilà, j'attends de voir. La cosmétisation des coachs. Ouais, c'est ça. Ouais. Par contre, tu vois vraiment, encore une fois, enfin, ça dépend. Mauvaise gestion. Ouais, tu vois vraiment qu'avoir un coach et qui a de l'expérience sur l'accompagnement en compétition, ça fait toute la différence. Parce que, tout le week-end, j'en ai vu des gens... des filles qui ont 4 warm-up à faire, elles commencent à se chauffer 30 minutes avant, tu vois. Et le problème, c'est que c'est la moitié qui ont ou pas de coach, ou qui ont... L'autre moitié de cette moitié-là, ou qui ont des coachs, en fait, mais qui ne savent pas réellement gérer une compétition correctement. Après, là les plateaux ça s'apprend, ça s'apprend, je suis d'accord, mais ton plan de match,
t'es censé le savoir, t'es censé savoir combien de temps ton athlète il prend pour faire ses 4 warm-up, tu vois. Genre moi je sais que Juliette elle prend 18 minutes à s'échauffer, elle a commencé sa chauffe à partir du dernier essai du plateau du groupe d'avant, tu vois. Alors que tous les autres 5 minutes avant que même le groupe commence, ils avaient déjà commencé, tu vois les bougs en fait ils attendent là pendant 10 minutes entre chaque fois. Tu sais ça refait 4 fois la barre à vide en fait. Tu sais, ouais, je veux bien, genre tu refais une fois une 50 ou enfin je sais pas un truc comme ça. Parce que voilà, c'est comme ça, faut que l'athlète ait aussi envie de bouger, enfin l'athlète veut se mettre en mouvement, mais en fait si tu te remets à faire 4 fois ton last warm-up, ouais. Moi j'ai vu pas, alors du coup je reprends là, bon ça vient encore de couper donc on va faire court à ce podcast, mais moi ce que j'ai beaucoup vu déjà c'est qu'il y a aussi pas mal d'athlètes qui sont coachés par un proche, et en fait un proche bah forcément ça sait même pas, enfin ça connaît même pas les règles des papiers, etc. Et c'est comme on dit, tout le monde n'a pas les moyens de se payer un coach en fait, ouais, c'est ça. je veux dire... Non mais ça c'est une observation tu vois que j'ai eu par exemple des personnes qui ont eu une charge plus de 2,5 automatiquement parce qu'ils ont pas respecté la minute. C'est quand même très con ça. Bah ça c'est con juste. Ouais. Moins chez les filles parce que en vrai 2,5 c'est généralement ce qui manque. Ouais mais par contre chez un mec tu vois imagine un mec qui fait des jumps de 10-15 ça fait chier, ça se rattrape pas quoi derrière, tu vas pas faire plus 30 parce que t'as fait plus de nuit quoi. Donc, après le mec ne se présente pas sur le plateau, il fait sa barre d'arrière, je veux dire tu auras juste une chance de pas te faire niquer, mais... Si tu rates ton 3ème essai... je sais pas, ne le rate pas en fait. Sois un homme en fait, ne le rate pas. Ouais non mais oui. Prends un coach directement et... Voilà. C'est là où on va terminer ce podcast en disant bon, les gars, si vous cherchez des coachs professionnels plus que le t-shirt, n'hésitez pas à nous contacter. Donc, chez Hermès Process ou alors chez Kaetsu. Toutes les informations sont en bio. Que dire de plus? Non, on se retrouvera pour un prochain podcast et sinon pour ceux qui veulent uniquement suivre les championnats de France, au championnat de France junior. Donc on espère avoir beaucoup d'athlètes là-bas. De toute façon, la plupart sont déjà qualifiés, donc on sait déjà qui y aura là-bas. Il y a des médailles d'or qui vont encore tomber, donc restez à l'affût. Et si vous voulez être le prochain... Porte pas le Yamaha. Je pense pas qu'à elle. Hein. Mais si vous voulez être le prochain champion du monde, faut DM. Hein. Ouais. Je sais pas, prends ton coach. C'est normal en fait. Prends un coach. Je sais pas, je rejoins genre. Ouais, on rejoint. Alors, les backstage de Nathan, ils sont fous. Bon allez, ciao les gars et à la prochaine. Yo.